t'invite pas. C'était une parenthèse. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'association, je crois, c'est les restaurateurs, ils ont pris leurs responsabilités, ils se sont mis face au problème, ils ont communiqué, ils ont donné la garantie qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour ne pas utiliser la viande de brousse. Voilà, c'est déjà un bon... Voilà, c'est déjà mettre en confiance. Montrer en confiance. Il faut envoyer des propositions. Je veux dire, la proposition est la suivante. Aider les espaces à communiquer, par exemple. Montrer que d'autres ne veut pas dire consommer la viande de brousse. Oui, ça c'est bon. Je veux dire, route de Bergerville n'est pas synonyme d'aller consommer ou de préparer uniquement que de la viande de brousse. Ces restaurants pourraient proposer d'autres choses. Justement, mais si on aidait aussi ces restaurants à proposer d'autres choses, c'était encore bien. Les aider Oui, les aider comme je l'ai dit. Parce que Mohamed, il y a des restaurants qui sont réputés de pouvoir vendre que des agoutis, etc. Ces restaurants-là, si aujourd'hui on les ferme, ou bien... Oui, il faut proposer. En venant... Moi, je prends un exemple très simple. Hein. Dans mon centre de formation, je vais chercher des enfants dans la rue. Ces enfants-là, quand je vais les chercher dans la rue, c'est pour leur bien-être. Mais je donnais à l'époque 500 ou bien 1000 francs à chaque enfant qui venait étudier là-bas. Quand il finit, non seulement il mangeait, mais je leur donnais 500 pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc, les 500 et les 1000 francs, pour le moment, peut-être les permettaient de venir. Mais en même temps, quand ils sont là, nous, on essaie de les inculquer ce qu'on veut dire. Ouais. Donc, quand on dit aux gens, ne faites plus ça, c'est bien, les gens sont prêts à respecter, mais faites-leur des propositions et permettez-leur d'avoir ces propositions le plus facilement possible. Bon, peut-être qu'Aristide va dire qu'il s'agit de commerçants qui savent qu'il faut... Non, c'est pas ce que moi je vais dire. Moi, je vais simplement dire que c'est une situation de crise qui n'est pas prévue. En temps de crise, il y a toujours eu des habitudes et il y a la récession. Donc, on peut apporter des solutions, mais la priorité, c'est de circonscrire le mal et de relever le niveau de veille. C'est d'abord ça la priorité. Et bien après, on réorganise la société et puis on avance. Mais sur place, on ne peut pas prévoir une crise de cette nature. Et comme on ne peut pas prévoir à quel moment ça arrive, donc il faut donc projeter, c'est ce qu'on appelle la prospective. Et quand une crise survient de façon inopinée, il faut forcément circonscrire d'abord le mal et ça engendre forcément les déséquilibres et les habitudes, des conséquences inhabituelles. Donc la proposition d'un accompagnement, d'un nouveau mode de vie s'installe progressivement et je crois que dans toutes les sociétés, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas partout. Parce que quand vous dites que c'est une période de crise, c'est pas prévu, ce n'est pas une bonne gestion pour les Africains. Parce que les pompiers, ils existent, mais il n'y a pas du feu tout le temps. C'est pas... Je viens parler du niveau de veille. Oui, mais tout ça, mais c'est pourquoi il y a des changements. C'est pour ça que je vous appelle la prospective. Oui, c'est pourquoi dans chaque domaine... Je m'exprime en français. Bon, écoute, tu as toujours des problèmes avec ces dîners pour ça parce que j'ai l'impression que je suis en train de parler. J'ai l'impression que je suis en train de parler malinqué avec toi. Les points. Non, mais j'ai l'impression que je suis en train de parler malinqué avec toi. C'est un homme qui distribue les pauvres, les bons, les mauvais points. Ça annonce les minutes chaudes. D'après lui, on est sûr. Ça annonce les minutes chaudes. Le mois d'août, j'avais trouvé tout à l'heure que... Ce que je veux dire, je veux dire que on ne devait pas être surpris, comme on le dit ici tout le temps. On devait être organisé pour ça. C'est ça le problème en Afrique. On n'anticipe pas. Et toujours, il faut qu'on répète ça pour qu'on se mette à anticiper. Donc aujourd'hui, à force de parler de ça, aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut créer des cellules pour anticiper. Ça ne devait pas nous surprendre. Les pompiers, ils existent parce qu'on se dit forcément un jour il y aura du feu. Donc ça devait exister parce qu'on devait se dire forcément un jour il y aura une épidémie, tout en sachant qu'il y a des épidémies qui sont déjà passées. Voilà. Donc quand on parle d'effet de surprise, ça doit nous interpeller. Ça veut dire qu'on est très mal organisé. Parce que même dans le domaine de la santé, il y a des gens qui s'occupent de communication. En cas de crise, comment on communique, où on oriente, qu'est-ce qu'on prépare, ça devait être prêt. La question de savoir. Si vous avez un niveau de veille sanitaire assez poussé et qu'il survient une crise, une épidémie qui n'est pas connue, comme le virus, comme la maladie à virus Ebola, c'est connu, mais on n'a pas encore trouvé de médicaments. Et c'est la première fois que ça arrive dans votre zone, même si vous avez un système de veille sanitaire et que vous détectez que la maladie est là, sur place, la priorité, c'est de circonscrire le mal. Ce n'est pas donner les mesures d'accompagnement pour le changement des habitudes. Ça veut dire que nos spécialistes des maladies à virus
n'ont pas connu le fait que Ebola Ça peut ne pas être non, Ebola. non, je viens. Ça peut ne pas être On Ebola. a dit 76, c'est ça, sur la première apparition. 1976. Je crois. Donc, En on va RDC. dire que des spécialistes à virus qui existent sur le continent, ils n'ont pas étudié de près le problème d'Ebola, tout en sachant que Ebola n'a pas sévi ailleurs si ce n'est pas en Afrique. Et ce n'est pas la première fois, ce n'était pas en 76 la première fois. Après, c'est ressorti, ça a disparu. Donc, on est là, un virus qui peut apparaître à n'importe quel moment. Tu veux dire, nos spécialistes n'ont pas suivi ça de près, ils ne savent pas ce que c'est. Peut-être qu'on n'a pas de médicaments, mais on sait ce que c'est. Puisque c'est sur le continent, ça fait du mal. Voilà. Selon vous, il faut maintenir le sens en éveil, il ne faut pas baisser la garde. Lui trouve que lorsqu'il y a des mots comme ça, des épidémies qui surprennent comme ça, vous n'aimez pas le mot Le mot surprendre. surprise, Voilà, on ne doit pas... vous ne voulez pas, mais il faut d'abord circonscrire et ensuite envisager des mesures. Je pense que on va dans le même sens sans toutefois dire la même chose. Hein, voilà. Dans le même sens. Voilà. Moi, ce que j'ai dit, c'est seulement que, bon, il y a des gens qui se sacrifient aujourd'hui. Parce qu'on sait que dans la lutte contre la maladie Ebola ici en Côte d'Ivoire, les restaurateurs ont vraiment une grande part de sacrifices là-dedans. C'est pour ça que je parle de pouvoir les accompagner. C'est tout. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vous suivez, on garde les contacts du mardi 2 août 2 septembre. Qu'est-ce qu'on a avec le mois d'août? Nous sommes dans le best-of. On est dans le best-of du mois d'août, donc les 2 mois se côtoient avec nous. On finit le mois d'août aujourd'hui en programme et le mois de septembre est là, bel et bien. 2 septembre 2014. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous suivez le direct. Vous pouvez nous appeler au 22 42 54 pour réagir au sujet de votre choix. Mais si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous ne pouvez qu'intervenir par Internet. Alors, vous serez les bienvenus. Les minutes chaudes sont généralement animées par Seydina et Aristide Nkenda. Ça arrive parfois de façon fortuite. Et on vous propose un extrait ici qui va éveiller les uns et les autres. À chaque fois, ils ont créé, ils se sont mis ensemble pour créer des petits laboratoires. Après, ils ont demandé des financements. Ce n'est jamais venu. On demande à qui? On demande aux États. Il n'y a pas que les États qui financent les laboratoires. Oui, mais pour chez nous, les fondations financent les laboratoires. Aujourd'hui, tu sais que nous sommes un continent où les États ont les moyens de mettre la pression sur les structures de financement. C'est pour le bien-être de tout un chacun. Je pense que il faudrait qu'on soit assez responsable. Tout le monde se casse la gueule en Afrique quand tu prends des initiatives. Diop, je te pose une question. Il y a quelqu'un qui passe sur notre plateau tous les lundis et tous les mercredis. Il s'appelle Dr Gabriel. Qui l'a financé? Dis-moi qui a financé Dr Gabriel, qui s'assoit devant toi ici tous les lundis. Mais si on avait financé Dr Gabriel, c'est ça Et tu penses que ce n'est pas une révolution? C'est une révolution, mais ça ne suffit pas. Si on l'avait financé, il allait concurrencer les industriels. C'est ce qu'il faut. Mettons-le d'abord au travail et qu'il y ait une génération auto-sacrifiée pour les générations futures. Il faut qu'une génération se détache et se sacrifie pour que les enfants de demain, nos enfants de demain, soient bien. C'est très important. Mais si on attend toujours que l'État vienne nous aider, ce n'est pas mauvais. Mais depuis l'indépendance, il y a toujours des générations sacrifiées. À quel moment on va arrêter? Quelle génération a été sacrifiée? Non, attends. À chaque fois, chaque génération dit, moi je me sacrifie pour mes enfants. À quel moment ils se sont sacrifiés? À quel moment ils se sont sacrifiés? Ismaël, quelque part, ce que tu vient de dire, quelque part, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Aristide Nkenda, Ismaël Diop et Seydina Chérif Ahmed. Les minutes chaudes arrivent sur ce plateau. Chacun y va avec ses moyens et ses arguments. Madame, Messieurs, dans seulement quelques instants, vous pourrez réagir au sujet de votre choix. Est-ce que donner le pouvoir au tourisme inter-État ici en Afrique, c'est donner un coup de pouce à l'économie? Ou encore, vous pourrez choisir l'impact économique des épidémies sur l'économie des pays en voie de développement et enfin la maladie à virus Ebola. Ce qui vous intéressera certainement, il s'agira des mesures préventives ou encore d'autres angles insoupçonnés ici sur ce plateau. 22 42 54. Vous pourrez réagir. Nous, on se voit juste après ce qui va suivre.
garde le contact. Cette semaine, récapitulatif août 2014. Lundi et mardi. Le tourisme en Afrique, ses difficultés et ses bienfaits. Le renforcement de l'activité touristique peut-il réduire la fuite des capitaux et l'exode en période de vacances? Épidémie. Impact économique des épidémies dans les pays en voie de développement. Ruser avec les mesures préventives peut-on accélérer la propagation? Maladie à virus Ebola. Obstacles supplémentaires aux échanges entre États africains. Échanges commerciaux inter-États africains. Y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? Mercredi. Le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. On fera le triangle tout de suite, hein, téléphone, internet, plateau. Le premier à intervenir se nomme Seydina Chérif Ahmed. Le mardi 12 août 2014, il a réagi au sujet suivant. Le renforcement de l'activité touristique peut-il réduire la fuite des capitaux et l'exode en période de vacances? Réaction. De mettre en valeur nos continents et nos régions. Et ça, c'est sur ce plan-là. Et puis même, quand on prend un peu le problème de d'Ebola aussi, il faut que, déjà, quand on commence à avoir un problème, il faut que nous-mêmes, Africains, commençons à chercher les solutions à ces problèmes-là avant que les autres ne puissent mettre, comme Diop le disait tout à l'heure, zones rouges et autres. Ouais. C'est vrai, parce que quand la solution vient des autres, tant qu'ils n'ont pas la solution, ils vont vouloir toujours rendre ces zones-là des zones rouges parce qu'ils n'ont pas encore la solution au problème. Or, si nous anticipons sur les solutions, je pense qu'on peut avoir l'attitude de dire que non, vous dites que ces zones rouges, ce n'est pas zone rouge parce que, voilà, nous sommes ici à bonne vie. Voilà. Nous sommes, en guillemets, en guerre. Alors, si les autres envoient les armes, il faut que nous aussi envoyions nos armes. S'ils envoient des documentaires qui nous salissent, il faut qu'on envoie des documentaires qui nous lavent. C'est ce qui est très important. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que... Il y a un problème que l'Africain a, c'est un problème de mentalité. Parce que même dans le choix de nos habillements, vous voyez que celui qui a des marques qui viennent d'ailleurs, il se croit supérieur à celui qui a des marques locales. Ça, c'est un Kenda, ça. Donc, celui qui allait en tourisme en Espagne, avec celui qui allait en tourisme à Mans, vous allez voir que celui qui allait en Espagne va penser qu'il est supérieur à celui qui allait à Mans. Donc, c'est cette mentalité aussi souvent qu'il faut que les Africains puissent changer cela. Quand tu vas à Mans, il faut te dire que tu peux être encore plus à l'aise que quand tu vas forcément aux États-Unis. S'il te plaît, Diop a dit un mot, créer, le verbe créer. Je pense que nous devons créer même l'économie à partir de ce que nous avons comme tourisme, comme objet touristique. Je prends un exemple très simple. Il y a un jeune qui nous appelait de Tengrela, il s'appelle Alkaya Toé. Voilà. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y a un arbre à Tengrela qu'on appelle le Tengré. Que c'est de cet arbre-là que Tengrela hérite son nom. Mais je lui ai demandé, est-ce que l'arbre existe toujours? Il dit, l'arbre existe. Mais c'est la responsabilité des populations de Tengrela et du maire de Tengrela pour pouvoir faire de cet arbre-là un lieu touristique pour que les élèves même déjà... Voilà, si vous vous sentez à l'aise avec ce sujet, votre coup de fil est attendu ici. Monsieur André est certainement en ligne, déjà une première réaction au téléphone en attendant qu'on précise les choses et qu'on ait l'identité de l'intervenant. Patrick Ndiakan, on vous passe la parole. Sur la toile, des personnes ont réagi à ce sujet. On va prendre une réaction. Oui, il s'appelle Saïd Sogo. Il nous dit « Je pense que nos médias doivent s'impliquer tout en faisant participer la population par des randonnées sur les sites touristiques d'Andemont, Assini, Île Boulay, Montcorogo, en procédant par tirage au sort électronique, mais en les diffusant. » Très bien, merci beaucoup. Il s'agissait du sujet concernant le tourisme. La question elle était la suivante. Est-ce que le renforcement de l'activité touristique peut réduire la fuite des capitaux et l'exode en période de vacances? Monsieur Aonon est en ligne. Il nous appelle de Cocody, 7e tranche. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez le choix aujourd'hui entre trois sujets du mois d'août. Nous avons le tourisme entre États africains au lieu d'aller dans les autres pays. Et nous avons également les épidémies et leur impact sur les pays en voie de développement. Et enfin, la maladie à virus Ebola, les mesures préventives. On vous écoute, monsieur Aoudon. Vous avez le choix. Ok. Merci beaucoup. Merci. Disons que les trois sujets sont intéressants, mais j'aimerais juste, avant d'intervenir, parler un peu des résultats du BTS. Comme je suis financier et enseignant, j'aimerais juste revenir un peu là-dessus. Les résultats du BTS, d'accord. Allons-y. Voilà. Allons-y. Oui. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que ces résultats que nous avons sont même un peu au-delà de la réalité.
Le vrai problème. Selon vous, il s'agit de bons résultats. Les étudiants de Côte d'Ivoire, pas de Côte d'Ivoire seulement, mais je veux dire, à travers le monde, aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque, il y a beaucoup de distractions. Et donc, les gens ne se concentrent pas du tout sur leurs études. Et les médias jouent un rôle capital. Ah oui, je vous accuse en premier. Parce que vous avez tronqué tous les modèles de réussite. Aujourd'hui, aucun étudiant et élève ne connaît, par exemple, le prix Nobel de médecine de 2014, le prix Nobel d'économie, de chimie, de physique, mais on leur présente Didier Drogba, on leur présente, je ne sais pas moi, Samuel Eto'o-Fils. Bref, il n'y a aucun modèle véritable de réussite à travers le travail, à travers les études. Vous n'avez pas trop tort parce que de grands pas, vous n'avez pas des gens comme Alexander Graham Bell qui ont inventé le téléphone, mais qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Et Thomas Edison qui a fait la lumière, l'ampoule électrique, mais qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas. Et mais d'autres, tant que les jeunes ne vont pas se remettre en cause et eux-mêmes apprendre les choses, apprendre à lire. Je vous dis, quand moi je partais à l'école, j'étais un sécheur de coups, un élève buissonnière. Mais n'empêche que j'avais de très bons résultats, mais tout simplement parce que je lisais beaucoup. Je n'avais guère d'apprendre à l'école. Je complétais toujours ce que j'apprenais avec moi-même ma propre documentation. Et nos élèves aujourd'hui, tant qu'ils ne veulent pas comprendre qu'ils doivent lire, si vous ne lisez pas, vous ne les rien comprendre, vous ne les rien savoir. Et les médias doivent jouer leur rôle. Ce rôle-là, il y a combien d'émissions? Je vous dis, à la RPI, mes deux meilleures émissions, c'est votre émission, et l'émission entre les lignes, où on présente des œuvres littéraires. Mais voici des choses qui forment. Mais on passe le temps à présenter de l'amusement à nos jeunes, et on pense qu'ils vont réussir en s'amusant. On ne réussit pas en s'amusant, on réussit en travaillant. Ouais, on s'amuse lorsqu'on a fini de travailler. Et à la suite, les élèves étudiants du Côte d'Ivoire. Parce que 23%, c'est encore trop. On doit être en principe à 5%. Quand je vois le niveau des gens à l'école, on doit être à 5% du BTS, 5% au bac. D'accord. Et oui, je perds mes mots. Merci beaucoup. Et je suis très sérieux. Bien noté. Une étude sérieuse par classe, il y a environ 3 à 4 personnes qui ont le niveau de la classe. Et ça, c'est pas la faute des enseignants. Je suis désolé. Bien. Ce n'est pas la faute des enseignants. C'est vrai, à leur corps dépendant, on pourrait dire qu'il y a des enseignants un peu plus nuls aujourd'hui. C'est pas vrai. Mais en 1960, il y avait des enseignants nuls, mais les gens avaient de bons résultats. Merci beaucoup. Mais c'est parce que les gens apprenaient à lire. Merci, M. Aonon. Ils se documentaient. Merci, M. Aonon. Merci beaucoup. Merci. Bien noté. Il est enseignant, il le dit. Il ne faut pas jeter la pierre aux enseignants. Et il dit des choses vraiment, je vais dire, il n'est pas seul à penser comme ça. Fraternité Matin, dans sa livraison du 26 août à sa une, disait que les centres de formation en football étaient en train de vider les classes, les salles de classe. Les élèves préfèrent aller en salle de formation de foot que dans les salles de classe. Et ça, c'est une inquiétude, c'est une réalité. Il faut absolument faire quelque chose dans la matière et attirer l'attention des uns et des autres. Il a bien dit, ce n'est pas en s'amusant qu'on apprend. On s'amuse lorsqu'on a réussi, lorsqu'on a travaillé. C'est très important. Il ne faut pas inverser les choses. Le BTS, par exemple, n'est pas un concours, c'est un examen. Ouais. On obtient le BTS quand on a 10 sur 20. Donc, ce n'est pas un concours où on peut recaler les gens qui n'ont pas réussi grande note. Donc, si vous n'avez pas la moyenne, c'est que vous n'êtes pas capable d'avoir la moyenne. C'est une compétition, tout simplement. D'accord. Voilà, on y va pour votre élément Aristide Nkenda Nkenda le mardi 19 août 2014. On nous conseille d'aller directement à Aristide Nkenda Nkenda. Aristide Nkenda Nkenda, d'accord. Maladie à virus Ebola, échange inter-État africain, y a-t-il plus à gagner qu'à perdre? Voilà, ce sera le dernier élément. Nous sommes légèrement pris par le temps. On y va, on suit. Résoudre la question, il faut circonscrire le mal. Il faut pouvoir être sûr qu'on a réussi à maîtriser l'épidémie dans un foyer bien précis et que ça ne va pas se répandre. Quand on a réussi à le faire, on passe à une étape suivante, ce qu'on appelle next step, c'est de pouvoir concevoir un moyen de prévention à long terme. C'est-à-dire qu'on anticipe sur l'avenir et à partir de ce moment, ce que disait Cédine avant que je n'arrive,
c'est qu'il faut tomber les barrières définitivement, parce que ces barrières-là, justement, ne sont pas des barrières naturelles, ce sont des barrières coloniales qu'il faut tomber. Si on est panafricaniste, il ne faut pas seulement que ce soit dans la bouche, hein, comme on dit entre guillemets. Il faut qu'on tombe les barrières et que l'on conçoive un système intégré. Et je crois que le modèle économique qui est fort, c'est le modèle d'intégration. Donc quand on crée un ministère de l'intégration dans un pays, ce n'est pas simplement parce que c'est rattaché au ministère des Affaires étrangères, non, parce que ça a un volet purement économique. Voilà. On ne prend pas les bonnes choses quand la crise est là. Parce qu'en matière de santé publique, il y a deux étapes. Il y a l'étape prophylactique et l'étape curative. Donc, ce qu'il dit est bien. C'est-à-dire que si aujourd'hui on dit, par exemple, qu'il y a des chercheurs africains qui sont occupés quelque part, ça donne peut-être une certaine assurance. Mais ce qu'il faut faire, et je pense que c'est ce qu'on doit faire, c'est d'être proactif, c'est d'anticiper. Et pour anticiper, il faut que dans chaque État, que les gens aient le courage, comme il a dit hier, de financer la recherche, par exemple, et que les gens soient prêts. Parce que Mohamed, on ne peut t'atteindre que lorsque tu n'es pas prêt. Aristide Nkenda. La semaine prochaine, on parlera de notre système de santé sur le continent africain. Est-ce que la persistance de la maladie virus Ebola nous interpelle sur la qualité de notre médecine, voilà, non pas la médecine africaine, la qualité de notre système de santé. Et le mardi, on essaiera de voir si la fermeture de certaines frontières mettra en mal la solidarité africaine. Voilà, merci à tous d'avoir été en notre compagnie. Merci à Aristide Nkenda. Très rapidement circonscrire ce mal qui est la maladie à virus Ebola, surtout que dans les prévisions de tous les experts occidentaux, d'ici la fin de l'année, si on y prend garde, on sera à plus de 20 000 cas, et ce qui n'est pas fait pour nous rassurer. Mais donc, il y a aussi quelques bonnes nouvelles à l'horizon. Hein. Absolument. Souvent, il faut qu'on fasse attention parce que souvent, les médias étrangers, il faut avoir le courage de le dire, donnent des chiffres souvent pour décourager les uns les autres. Il faut que nos chercheurs aussi puissent souvent aussi pouvoir valider ces genres de chiffres. Les ministères de la Santé et de la CEDEAO déjà se sont mis ensemble, ils ont commencé à travailler. On espère que ça va bien se passer et que très rapidement, nos frères de la Guinée, du Libéria, on va pouvoir régler le problème de telle sorte qu'un jour, ça n'ait pas de répercussions sur nous ici. Et la plus grande chose, c'est de ne pas les abandonner. On va leur tendre la main. Je pense que chaque État doit pouvoir, parce que même le Sénégal a fermé ses frontières, à la fin, ils se sont retrouvés avec une victime. Voilà. Je pense que il faut... Ce n'est pas forcément la solution. Merci. Voilà, vous retrouverez cette émission sur l'application mobile de la RTI. L'information, c'est qu'il n'y a aucun cas, en tout cas, détecté d'Ebola ici en Côte d'Ivoire. Et les mesures préventives, si elles sont respectées, on est sûr et certain de maintenir ce cap-là. Nous souhaitons bonne chance à tous et à toutes. Nous vous souhaitons une excellente journée. Les programmes de RTI se poursuivent. Cette émission a été portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Les images étaient l'affaire de Francky et de monsieur le chef du village, Fousseni Maïga. On a rendez-vous demain 13h15, là où on parlera de culture. Au revoir.